les avancées que ça a pu apporter sur l'étude des stratégies de traversée des barrières écologiques que les oiseaux migrateurs, notamment les petits oiseaux qui ont un vol actif, qui doivent traverser, notamment sur la question du désert. Alors là, ou la traversée du désert par les passereaux. L'hypothèse de départ, c'est que ces oiseaux sont capables de faire des vols non-stop et donc survoleraient le désert sans s'arrêter. Ça semble notamment possible et quasiment évident quand on sait par exemple que les trachémoteux du Groenland et du Nord-Canada traversent l'Atlantique pour aller hiverner en Afrique de l'Ouest. Donc, ces oiseaux sont capables, les passereaux sont capables de faire des vols longue distance sans s'arrêter durant plusieurs journées. L'autre système d'observation qui a pu apporter des informations sur ces migrations potentiellement non-stop ou avec des arrêts au niveau du désert, c'est les observations par radar. Les premières détections d'oiseaux par radar ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale au large de l'Angleterre. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour que les scientifiques qui étaient impliqués dans ces suivis puissent publier le fait qu'il y avait des radars le long de la côte et qu'ils arrivaient à détecter les oiseaux de passage qui n'étaient donc pas des embarcations allemandes venues envahir l'Angleterre. Il y a donc des travaux qui se font sur les suivis radars, vous en aurez dans la prochaine présentation, qui permettent de déterminer les flux ou les hauteurs de flux, comme ici, où on voit que les radars permettent de savoir que la majorité des oiseaux volent à 50, 100, 200 mètres, mais qu'il y a certaines espèces, les densités d'oiseaux varient en fonction de l'altitude et qu'il y a des oiseaux qui peuvent voler très haut, sans qu'on sache exactement de quelle espèce il s'agit. Mais les radars ont aussi permis, en faisant des suivis juste en amont des déserts, de montrer que les flux d'oiseaux étaient plus importants durant la nuit et diminuaient énormément le matin, étaient quasiment nuls au milieu de la journée, ce qui a supposé que les oiseaux traversaient la nuit, mais se posaient rapidement quand le jour se levait. Une fois de plus, c'est du flux global, on ne sait pas quelle espèce fait quoi, quels individus font quoi, mais ça donne une indication de stratégie globale. Et c'est là qu'interviennent en fait les photomètres géolocalisateurs qui aujourd'hui peuvent faire jusqu'à moins de… Enfin, les plus petits qu'on utilise font 0,35 grammes, donc ça permet quand même de suivre des oiseaux très petits. Les photomètres qui enregistrent l'intensité de la lumière et aussi le plus souvent l'humidité et la température au niveau de l'oiseau. Donc ça se pose comme un petit sac à dos sur les pattes, sur les passereaux. Il y a une petite cellule photométrique qui va enregistrer l'intensité de la lumière régulièrement et on obtient ce genre de données. Donc là, c'est les enregistrements pour un bruyant ortolan pendant la période de reproduction, donc début juillet. Donc on voit la courbe noire, c'est l'intensité de la lumière qui augmente le matin, qui diminue le soir. On voit que les nuits sont très courtes. Hein. On est dans le nord de l'Europe. Et en journée, l'oiseau, il est dans un buisson, il sort, il va au sol, il rentre, il chante au sommet d'un buisson, il repart dans le feuillage. Donc, il y a des variations de température qui sont très hachées. Puis, il peut y avoir des journées pluvieuses ou nuageuses où il y a moins de lumière, comme ici, vers la fin de l'enregistrement. Et vous avez aussi un enregistrement de la température maximale et de la température minimale sur des périodes de 4 heures qui vous donnent des indications de variation de température. Ici, il fait plus chaud la journée, il fait plus froid la nuit. Quand il y a moins de lumière, il fait aussi un peu plus frais en journée. On imagine que c'est des journées pluvieuses. Ça peut se vérifier a posteriori. Mais on a aussi ce genre de données pendant la période de migration. Ici, alors non, ça c'est pendant la période d'hivernage, pardon. Et c'est un changement. Les nuits sont beaucoup plus longues. On a des activités en journée, surtout le matin, à des températures beaucoup plus élevées ici. C'est un oiseau qui hiverne sur les hauts plateaux éthiopiens. Il peut faire jusqu'à 40-45 degrés au milieu de la journée. On voit que les oiseaux sortent surtout à l'extérieur le matin, tôt, et qu'ensuite, en milieu de journée, ils sont plus à l'ombre. Voilà le type d'information qu'on peut obtenir déjà sur l'activité des oiseaux, mais aussi, c'est surtout utilisé pour tracer les migrations. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout simplement parce qu'à un endroit de la planète, à un moment donné, à une heure donnée, la durée du jour, la durée totale entre le moment où le soleil se lève et le soleil se couche, va nous donner une indication sur la latitude à laquelle se trouve l'oiseau, approximativement.
et l'heure du midi solaire ou du minuit solaire, parce qu'on va faire la même chose pour la période de nuit, nous donne une indication sur la longitude à laquelle l'individu se trouve, ce qui permet de reconstruire a posteriori, quand on récupère l'appareil sur ces petits oiseaux, leur trajet migratoire. À droite, vous avez un exemple sur les deux voies de migration principales des bruyants ortolans européens. Et donc, du coup, ce système a été utilisé chez le trachémoteux, confirmant que la traversée de l'Atlantique se faisait d'une traite. Il a été utilisé chez d'autres espèces, alors toujours pour des traversées océaniques qui se font en vol non-stop, donc ça existe bien, ça a confirmé cette stratégie de vol non-stop pour passer des barrières, mais au-dessus de l'eau, ça paraît assez évident, ça chez la paruline rayée en Amérique du Nord. Et puis, une étude sur les gommes-mouches, acolyées et noires, qui trouvait effectivement qu'on avait, si vous regardez en fait en haut, l'intensité de lumière, elle est maximale et continue pendant 3 jours de suite. Donc, l'oiseau, a priori, qui vole la nuit, va continuer à voler la journée. Il est en plein soleil, il vole, il est en l'air, il ne bouge pas, il n'y a pas de plume qui recouvre, il n'y a pas l'oiseau qui tourne, qui bouge, qui fait sa toilette. Donc, a priori, il est en vol et il vole de manière continue. Donc, il y a un premier article en milieu des années 2010 qui disait, bon, avec ces enregistrements, là, on a bien l'impression que ces gommes-mouches font des traversées non-stop sans s'arrêter. Une autre étude, toujours sur les gommes-mouches, là, avec des températures qui commençaient qui confirmaient, enfin, qui allaient un petit peu dans le même sens pour dire, effectivement, pour traverser le désert du Sahara, a priori, le gomme-mouche noir fait des vols non-stop, donc il traverse d'une traite. Un petit peu plus compliqué, une autre étude qui dit, bon, il y en a qui volent d'une traite, mais ce qui se passe surtout, c'est que la plupart des oiseaux continuent à voler le matin, très tôt. Ils ont volé toute la nuit, mais ils ne se posent pas juste au lever du jour, ils vont continuer le matin pendant quelques heures, et donc ça donne une certaine variabilité dans les stratégies de traversée du désert, avec des oiseaux qui traversent en 2 jours, des oiseaux qui vont traverser en 3 jours, mais qui se posent en milieu de journée, qui redécollent au début de la nuit. Enfin voilà, ça c'était sur 4 espèces, Phragmites aquatiques, rousserolles et farvates, et les 2 gommes-mouches. Et donc on se retrouve avec des situations où les radars semblent dire vol intermittent, des suivis de quelques espèces, notamment de gommes-mouches, de vol continu, mais finalement, si on augmente le nombre d'espèces, on voit qu'il y a de la variabilité. Est-ce que les oiseaux ne font pas finalement des haltes systématiques à un moment dans la journée pour repartir après, mais peut-être pas tous? Et donc, dans ce débat-là, moi, j'avais regardé les données que j'avais pu collecter sur le bruant ortolan et le gomme-mouche gris corse pour voir un petit peu quelles étaient leurs stratégies. Donc, on obtient ce genre de données, je vous en ai déjà présenté. On peut regarder, par exemple, la courbe du bas, c'est uniquement les températures, mais ça montre bien qu'il y a 4 nuits où les températures chutent énormément et qui signale en fait une montée en altitude et un oiseau qui a fait une migration active à ce moment-là. Et on va regarder, en fait, j'ai une courbe après, en fait, on va regarder on va estimer les localisations stables avant et après ces patterns que l'on détecte dans les jeux de données, et c'est toujours systématiquement d'un côté et de l'autre du désert du Sahara, donc ça peut tout à fait correspondre à la traversée du désert. Voilà. Si on regarde de manière un peu plus précise, ici un bruant ortolan, comment ça se passe? Eh bien, on voit qu'au mois d'avril, à la remontée au printemps, cet oiseau, les 2 premières journées, il est posé dans des buissons, il sort, il monte, c'est très haché. Et puis le 3e jour, on a une augmentation très régulière de l'intensité de la lumière, une belle cloche. Ça, c'est le soleil qui se lève et l'oiseau est en plein ciel en train de voler. Mais tout d'un coup, une chute abrupte au niveau de la première flèche jaune. L'oiseau se pose. Il se pose, ensuite il n'est pas très actif, il est moins exposé à la lumière que quand il était en vol, et on voit que ça correspond à une augmentation des températures. Donc l'oiseau descend d'altitude et vient se poser au sol. Le jour suivant, il y a encore un petit vol le matin qui est prolongé pendant quelques heures. Là, il est monté visiblement plus haut en altitude parce que les températures dans la nuit précédente chutent beaucoup plus, mais dès qu'il se pose, hop, ça remonte et on repart sur des températures assez élevées qui monte jusqu'à 45 degrés. Donc, on va pouvoir, avec ce type de données, savoir si l'oiseau traverse en vol non-stop ou s'arrête systématiquement ou s'arrête de temps en temps, et puis voir s'il y a des variations entre espèces de différence de température, de chute de température lors des vols au-dessus du Sahara. Ici, par exemple, c'est sur un gomme-mouche corse.
on a des variations de température qui sont entre 10 et 18 degrés entre les nuits où l'oiseau a volé et les nuits où l'oiseau n'a pas volé, quand il est à peu près dans la même zone géographique. Et si on part du principe que, j'avais d'autres diapositives ici, du principe que quand une masse d'air sèche, ce qui est en partie le cas au-dessus du Sahara, quand elle s'élève, elle perd à peu près, se refroidit d'1 degré pour 100 mètres. Ce qui voudrait dire que voilà, cet oiseau, quand on a une différence de 10 à 18 degrés, il serait entre 1000 et 1800 mètres d'altitude pendant la nuit. Ça reste totalement hypothétique aussi parce que la température que l'enregistreur mesure, c'est celle d'un géolocalisateur posé sur un oiseau qui est en plein effort physique, mais qui avance, donc il y a du vent. Il y a aussi la chaleur de l'oiseau qui peut le réchauffer. Donc, on va surtout se dire que ça donne un ordre de grandeur et que ça peut permettre, avec le même matériel sur des oiseaux différents, de savoir qui vole plus haut que l'autre. Voilà. Ça nous a permis aussi de dire que les ortolans, par exemple, eux, s'arrêtent systématiquement dans le désert, notamment en automne. Quasiment tous les oiseaux, tous les jours, volent un peu le matin, mais se posent. Les gomme-mouches gris, eux, font exactement pareil. Ils se posent, ils volent un petit peu le matin, ils se posent. Donc, on a deux cas ici complètement différents des gomme-mouches noires et à collier. C'est bien de la traversée du désert par rapport aux géolocalisations, que ce soit Sahara côté Afrique de l'Ouest, mais aussi désert d'Arabie, on a la même stratégie. La durée du vol le matin, en automne ou au printemps, elle est de quelques heures, mais ça peut être même 10, 12 heures à partir du lever du jour pour se poser et redécoller la nuit suivante. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé aussi les différences de température pour essayer de savoir si les oiseaux volent haut ou bas. Et chez l'ortolan, notamment en automne, les différences de température sont très faibles. Les nuits où l'oiseau a effectivement traversé le désert et prolongé son vol le matin par rapport aux nuits où il n'a a priori pas volé, ce qui laisse supposer que c'est un oiseau qui vole très bas. Et à l'inverse, alors oui, c'est un oiseau qui vole très bas, on verra à la fin qu'il y a une sorte de gradient entre espèces. Et donc, si l'ortolan vole bas au-dessus du Sahara, on peut imaginer qu'il vole bas aussi au-dessus de l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'ils volent plus haut. Et effectivement, je pense que les ornithologues savent que récemment, c'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'ortolans qui étaient contactés la nuit par suivi acoustique au-dessus de la France en migration. Et s'ils migrent de nuit bas au-dessus de la France, on s'attendrait à ce que, en regardant un peu l'ensemble des données sur l'Europe, alors il y en a aux Pays-Bas, sur Trictalen, on a aussi regardé tout ce qu'il y avait sur Faune France, et on s'aperçoit qu'effectivement, on a des détections d'ortolans en suivi acoustique, surtout au milieu de la nuit. Donc les oiseaux volent effectivement bas, même au-dessus de l'Europe. S'ils étaient très hauts, on ne les détecterait pas, et s'envolent une fois qu'il fait nuit et se posent tôt le matin aussi en Europe. Donc ils gardent la même stratégie de vol bas et de vol uniquement nocturne avec des petits prolongements le matin quand ils traversent ensuite le Sahara. Alors ça permet aussi, ça amène de nouvelles questions parce qu'on imagine bien que les oiseaux qui traversent le désert en volant bas et en se posant systématiquement toute la journée vont être beaucoup plus exposés au réchauffement dans le Sahara et à des risques de déshydratation et ne plus pouvoir traverser le désert dans les mêmes conditions, donc forte mortalité, alors que les espèces qui vont voler très haut ou qui vont traverser à une certaine altitude, mais d'un coup, en un seul vol sur 2 ou 3 jours, seront moins exposées à ce risque de déshydratation et de réchauffement climatique. Actuellement, la température au sol dans le Sahara a déjà augmenté de 2 degrés depuis 1900 et on prévoit qu'elle augmente de 7 degrés d'ici 2100, sachant que le réchauffement est 2 fois plus élevé au niveau du sol qu'à 5000 mètres d'altitude. Donc, voler à basse altitude et s'arrêter systématiquement peut être une réelle menace supplémentaire pour arriver à migrer, à traverser le Sahara. D'où l'intérêt d'étudier ce type de stratégie chez de nombreuses espèces sur différentes voies de migration. Et c'est ce qu'on a fait avec un collectif de collègues européens, où on a regardé sur 10 espèces, donc deux gobe-mouches gris proches, 130 individus différents équipés de géolocalisateurs et donc 44 collaborateurs. Le principal résultat, c'est effectivement qu'on a une grande variété de stratégies et des altitudes, des différences de température mesurées qui sont différentes entre les espèces et qui laissent supposer, par exemple, que Agrobat et Rossignol volent très haut. Alors, est-ce que c'est 2500 mètres? Est-ce que c'est 5000 mètres? Il faudrait d'autres outils pour arriver à le savoir.
que le bruant-ortolan est celui qui vole le plus bas et qu'ensuite, selon les espèces, on a un gradient de répartition dans la colonne d'air et aussi un gradient entre, par exemple, le pouillot siffleur qui va traverser le Sahara en un seul vol continu jour et nuit, qui va lui prendre à peu près 2 jours et demi, et des espèces comme l'ortolan qui vont mettre au moins 3 jours et qui se posent systématiquement le matin. Voilà, donc ça, c'est des pistes de recherche à l'avenir pour essayer de comprendre sur un plus grand nombre d'espèces si ces stratégies de traversée du Sahara peuvent en partie expliquer aussi les déclins qui sont observés aujourd'hui pour ces petits oiseaux migrateurs. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Fred. Alors, effectivement, il y a quelques questions. La première étant, donne-moi une seconde, de Corinne Dumont. Quel est le pourcentage de récupération des oiseaux appareillés chez l'ortolan, apparemment? Alors, ça varie entre les espèces et ça revient un petit peu à... Ça varie entre les espèces, le matériel, on apprend effectivement, et ça varie aussi en fonction des stratégies, des densités des espèces, du fonctionnement de leur population. C'est un petit peu complexe à appréhender. On va dire qu'en moyenne, c'est de l'ordre de 30%. Quand on travaille bien et qu'on arrive à équiper des mâles adultes territoriaux sur ces passereaux. Mais ça va dépendre des taux de survie, c'est-à-dire qu'il faut que l'oiseau... Alors, on équipe des adultes, des mâles adultes territoriaux surtout. Pourquoi? Parce qu'on augmente la probabilité qu'ils survivent et qu'ils reviennent sur le même territoire l'année suivante. Et ensuite, il faut arriver à le recapturer. L'oiseau aura peut-être appris qu'il ne faut pas s'approcher du piège, etc. Donc, c'est tout ça qui fait que sur des petits oiseaux qui doivent avoir des taux de survie de l'ordre de 60%, ben, il y a à peu près un oiseau sur 2 qui a survécu, qu'on arrive à recapturer. Pour le savoir, on fait aussi en général, Olivier en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais maintenant, dans toutes ces études, on fait un groupe contrôle. On a des oiseaux qu'on va baguer couleur, mais ne pas équiper de géolocalisateur, d'autres qu'on bague couleur et qu'on équipe de géolocalisateurs, et on compare les taux de retour de ces deux lots d'individus qui permettent de savoir si les retours sont similaires et si du coup ce qu'on a observé, c'est bien la stratégie de migration de l'espèce et pas la stratégie de migration d'individus handicapés par rapport à ce qui se passerait réellement. Très bien. J'ai Elsa Minot qui demande, outre la différence de stratégie entre espèces, existe-t-il une différence de stratégie de vol entre les individus d'une même espèce? Alors, on l'a détecté chez le Puyophytis, où on a eu à peu près toutes les stratégies qu'on retrouvait chez d'autres espèces. C'est par contre très homogène chez des espèces comme le rossignol ou le bruant ortolan. Donc ça aussi, cette plasticité peut être un avantage pour arriver à surmonter les changements climatiques en cours. Très bien. J'ai Kevin Lévesque qui demande, est-ce que les conditions parfois extrêmes du milieu fréquenté par l'oiseau peuvent perturber les données récupérées? A priori, non. C'est testé pour c'est résistant à des températures plus hautes que celles qui sont enregistrées et bien plus basses que celles qui sont enregistrées. Ça, c'est testé en laboratoire dans la conception des matériels. Très bien. Ensuite, Maxime P. demande, y a-t-il des prédictions de changement de régime des vents dans le Sahara suite à ces augmentations de température? Et si oui, est-ce que ça va avoir un impact sur la migration? Je pense qu'on parle de changement climatique de manière globale. Oui, il y a forcément des changements. Il y a aussi surtout des changements de précipitation. Il devrait pleuvoir beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Le vent, c'est important, mais ça semble surtout important au printemps, pour un léger vent de dos. Moi, je me pose plus la question en fait, des migrations qui seraient plus côtières, comme chez les rousserolles ou les phragmites, où on n'observe pas de vol diurne et où les oiseaux ne montent pas très haut, mais peut-être parce que justement, ils suivent plus les côtes et qu'ils peuvent s'arrêter sur des petites zones humides tout le long des côtes. Alors, ensuite, j'ai Guillaume Mayanga qui demande, est-ce que des mises en évidence ont déjà eu lieu pour corréler déclin d'espèces et stratégie de migration? Alors oui, sur les migrateurs transsahariens par rapport aux autres, sur les coucous. Il y a eu un article qui montre que les coucous qui passent en Afrique de l'Ouest
ont des taux de survie plus faibles que ceux qui passent en Afrique centrale. Donc, il y a des études, soit globales sur les migrateurs par rapport aux autres, soit précises sur des espèces qui ont montré cela. Ensuite, ça on a déjà répondu. Georges Olioso demande, n'y a-t-il pas un risque important à se poser la journée dans le Sahara? Eh bien, visiblement non, puisqu'ils le font quasiment tous. Donc, c'est ça qui paraît un peu extraordinaire, c'est quand on regarde ces enregistrements et d'imaginer que tous les bruants ortolans, tous les gobe-mouches gris, tous les rossignols qui vont traverser le Sahara, dès que le jour se lève, ils vont commencer à descendre et à un moment, ils vont se poser quelque part. Alors, est-ce qu'ils continuent à voler un peu le matin pour aller jusqu'à une zone où il y a de l'ombre, où il y a quelques buissons, une oasis? On n'en sait rien. Je pense qu'ils ne vont pas tous dans les oasis, sinon il y aurait des dizaines de milliers d'oiseaux dans tous les oasis sahariennes, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il y a bien des oiseaux qui doivent se poser quelque part à l'abri d'un caillou pour se mettre un peu à l'ombre. Il fait très chaud et qui, dès que la nuit va retomber, vont repartir, remonter à 50, 100, 1000, 2000 mètres d'altitude pour faire un nouveau vol. Donc, l'évolution a amené à ces stratégies. Donc, elles doivent être certainement risquées, mais moins que d'autres, et selon les espèces, des variations. Alors, il y a Soline et Amandine Barle qui demandent toutes les deux, pour la même espèce, est-ce qu'il y a des différences, qu'on observe des différences de stratégie de migration entre printemps et automne? En général, oui, la migration de printemps est plus rapide avec des vols qui sont plus souvent prolongés dans la journée, voire qui peuvent durer une nuit et une journée et la nuit suivante. Donc ça, c'est plus fréquent au printemps, probablement lié à un besoin de rentrer vite sur les sites de reproduction et aussi à des conditions de vent différentes, avec plus souvent un léger vent arrière qui aide les oiseaux à avancer plus vite. Une question de Willy Rétière. Hormis le bruant ortolan, y a-t-il une autre espèce dont les études ont montré qu'elle volait à très basse altitude? Alors pour l'instant non, mais il y a quand même peu d'espèces pour lesquelles les températures ont été enregistrées où on peut regarder un peu ça. Là, la figure que j'ai laissée, c'est celle qui montre un peu les différences de température enregistrées. Il y en a sans doute d'autres. J'ai en projet d'essayer de poser ce type de matériel sur 20 ou 25 autres espèces en enregistrant les températures pour avoir justement une idée sur un plus grand panel d'espèces, de savoir qui vole haut ou qui vole bas. Mais on a effectivement comme ça une sorte de gradient et de répartition des espèces en altitude. Et l'ortolan vole plus haut au printemps qu'en automne. D'accord. Alors ensuite, j'ai une question sur les milieux traversés pendant le désert. Connaît-on les environnements qui sont privilégiés pour se poser dans le désert par KG et quels sont les moyens pour lutter contre la déshydratation? Alors, est-ce qu'on connaît les sites? On avait l'impression qu'on savait que les oiseaux se posent en amont, en aval, dans les oasis, et que c'est pour ça qu'on se met dans les oasis et qu'on voit que le flux d'oiseaux se tarit dès que le jour se lève et reprend la nuit. Mais on a du mal à imaginer que des millions et des millions de petits oiseaux migrateurs se posent dans ces quelques oasis. Et les données, là, laissent plus penser qu'effectivement, il doit y en avoir qui se posent un petit peu partout, en espérant trouver de l'ombre ou parce qu'il y a de l'ombre. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'était quelles sont les stratégies pour lutter contre la déshydratation? stratégie. Eh ben, c'est notamment de monter haut pour voler. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en haut, il fait plus frais, donc ça coûte de l'énergie, il faut faire des efforts, et donc on va consommer de l'eau pour fournir ces efforts en montant très haut. Mais une fois qu'on est très haut, il fait moins chaud. La pression de l'air est moindre, donc c'est plus facile d'avancer. Donc je pense que c'est ces équilibres entre si je monte haut, ça coûte aussi de redescendre et de remonter, et donc le pouillot siffleur, il va rester en haut et traverser d'un coup, mais le rossignol, il peut se permettre de redescendre, et l'ortolan, lui, il ne peut pas monter très haut. Peut-être que ça lui coûte trop énergétiquement, il reste bas, mais il ne peut pas voler non plus en pleine journée, il fait trop chaud, mais il va quand même continuer le matin pour arriver à traverser en 3 jours et que ça ne lui prenne pas 5 jours. Et c'est un petit peu tous ces équilibres qui se sont mis au point durant des dizaines de milliers d'années d'évolution qui peuvent être remis en question par les changements climatiques. Très bien. Et je vais prendre une dernière question. Il y en a beaucoup. Clarisse voulait savoir à quelle vitesse il volait. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse effective de vol?
on n'a pas, avec ce matériel, on n'a pas d'idée, mais et puis ça va dépendre du vent aussi qui peut les pousser. Sur de plus gros oiseaux, alors la majorité des oiseaux volent environ à 50-60 km/h, un peu en toutes conditions. Après, par exemple, sur des oiseaux équipés de GPS, des oiseaux plus gros, on peut mesurer des vitesses moyennes. Et selon les conditions, une vitesse en vol de croisière, effectivement, ça va être à 60-70 km/h pour un courlis cendré. Mais on peut avoir des pointes de vitesse à plus de 100 km/h quand l'oiseau descend, et quand il était, par exemple, à 4000 mètres d'altitude et qu'il descend rapidement vers le sol. Je crois qu'il y a une présentation des stratégies de migration de courlis par Pierrick Baucher plus tard dans ce colloque sur la migration. Il donnera sûrement des informations. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Frédéric, Merci à pour tous. toutes ces informations. C'était également. Il y a aussi beaucoup de questions, de commentaires qui disent que c'est très intéressant et qui te remercient. Hein. Je pose que les questions, mais ça plaît. Très bien. Merci à tous. Bonne continuation de colloque.